Bienvenue dans le débat de France 24, 26 avril 1986, 26 avril 2016. 30 ans jour pour jour nous séparent de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Alors que le monde commémore aujourd'hui l'anniversaire de la tragédie, la France, elle, s'interroge sur la place de l'atome dans sa production d'énergie. C'est pourquoi nous avons décidé d'intituler ce débat nucléaire l'éternel bras de fer. Et pour en débattre face à face, j'accueille Valérie Faudon. Bonjour, vous êtes directrice générale de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN. Bonjour. Vous publiez notamment cette revue générale nucléaire qui s'intéresse ce mois-ci à la maintenance des centrales nucléaires. Il est également question de transparence, évidemment, on va en parler, vous l'imaginez bien. Cyril Cormier est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne énergie chez Greenpeace. Valérie Faudon, vous l'avez vécu comment, vous, cet accident nucléaire de Tchernobyl et plus récemment ce qui s'est passé en 2011 à Fukushima? Alors, en 2011 à Fukushima, enfin en 1986, j'étais très jeune. En 2011, comme beaucoup de gens, mais enfin, vous avez quand même certainement des souvenirs. 2011, ça vous a pas en tout cas dissuadé de vous intéresser de près au nucléaire? Non, pas du tout. Enfin, j'ai rejoint le nucléaire en 2009 parce que c'était une énergie bas carbone. Donc en 2011, j'étais chez Areva et ça a été évidemment un moment très intense pour comprendre l'accident et puis aussi répondre aux questions que nous posaient nos clients dans le monde sur quelles pouvaient être les conséquences de l'accident pour eux. Quand on entend, on lit d'ailleurs notamment dans un entretien aujourd'hui qu'il a accordé au Monde, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Pierre-Franck Chauvet, qui dit que nos installations sont à la merci de séismes et d'inondations. Vous ne vous dites pas que la France, elle danse sur un volcan aujourd'hui? Alors, ce que dit Pierre-Franck Chauvet, donc, qui est président de l'autorité de sûreté française, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Et donc, il faut être vigilant. Donc, après Fukushima, la France a lancé une inspection de l'ensemble de ses centrales pour justement, sur chacune d'elles, évaluer quel était le risque naturel majeur. Puisque ça a été le principal problème à Fukushima. On a eu le plus gros tremblement de terre jamais enregistré au Japon depuis 1900 et aussi une vague qu'on dit de taille millénaire et qu'il faut le rappeler a entraîné 20 000 personnes avec elle. Cyril Cormier, on entend, je vous demande de réagir à ce que vient de dire évidemment Valérie Faudon. Et pour compléter, Ségolène Royal aujourd'hui qui annonce que le périmètre des plans particuliers d'intervention va être élargi autour de tous les sites nucléaires. En cas d'accident, aujourd'hui, il est de 10 km, il va être élargi à 20 km. Ça va dans le bon sens? C'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire, triste anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Et on voit une ministre de l'Environnement qui n'a pas pris en fait la mesure de ce qu'a été l'accident de Tchernobyl et celui de Fukushima. Parler de 20 km autour des centrales françaises, alors que la zone radiologique, en fait l'impact radiologique de Tchernobyl, c'est 300 km. Celui de Fukushima, Pierre-Franck Chauvet le rappelait cette semaine, c'est 100 km. Aujourd'hui, considérer qu'il faut limiter à 20 km autour des centrales, c'est vraiment ne pas comprendre justement ce que sont les leçons tirées des précédents accidents, c'est-à-dire que pour préparer correctement les populations à un risque d'accident, et la France est de plus en plus soumise à ce risque d'accident puisque les réacteurs vieillissent, on est à presque 30 ans en moyenne d'exploitation, il faut sensibiliser les populations et ce que l'on recommande, nous, Greenpeace, c'est d'élargir à 80 km autour des réacteurs les plans particuliers d'intervention et à 100 km la zone où on distribue des pastilles d'iode. On va en parler, ce que fait la France. Il y a aussi ce que font nos voisins. Les nuages radioactifs, on le sait maintenant, ils ne sont pas aux frontières. Nous sommes vulnérables, effectivement, quand on voit le champ possible de radioactivité de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce qu'on peut avoir, Valérie Faudon, confiance en nos voisins? Oui, tout à fait, parce que ce qui s'est passé après Fukushima, c'est qu'il y a vraiment une coordination internationale au niveau européen de l'ensemble des autorités de sûreté pour se mettre d'accord justement pour les critères d'inspection des centrales. Ce process a conduit à un certain nombre de rapports avec des décisions de travaux. Donc j'y viens sur la France. Les centrales françaises qui étaient déjà beaucoup plus équipées que typiquement la centrale de Fukushima, puisqu'elles avaient déjà des dispositifs, je dirais, à la fois de gestion des accidents et des dispositifs anti-rejet. Ces centrales ont été renforcées. Donc il y a eu de planifier 10 milliards de travaux qui ont déjà commencé. Et puis aussi, et ça c'était très important après Fukushima, la mise en place d'une force d'action rapide nucléaire. Donc ça, ce sont des gendarmes du nucléaire qui peuvent intervenir en 1 à 2 heures sur chacune des centrales avec des moyens mobiles pour maîtriser l'accident. Ça vous rassure, Cyril Cormier? Pas du tout. Puis on a fait maintes fois la démonstration que 1 à 2 heures, c'était beaucoup trop tard pour réagir.
Je me rappelle notamment lors du crash de l'avion Germanwings, en fait, on était à quelques minutes des sites nucléaires les plus proches, et les Rafales qui avaient décollé de la base d'Orange sont arrivés plusieurs minutes après le crash de l'avion. Donc on est vraiment dans des temps de réponse qui sont insatisfaisants et qui ne correspondent pas à celui du risque d'accident. Mais je voulais revenir sur la confiance en nos voisins pour retourner la question autrement. C'est aujourd'hui, est-ce que les voisins nous font confiance? Et ce que l'on voit actuellement, c'est des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse avec le canton de Genève, qui se posent vraiment de la question de la sûreté, de l'état de sûreté de fonctionnement de nos centrales, considérant qu'elles sont vieillissantes et qu'elles ne satisferaient pas aux normes mises en œuvre soit en Suisse, soit en Allemagne. Et donc il y a un vrai sujet aujourd'hui. Et pour revenir à ce que disait Pierre-Franck Chevet il y a quelques jours, il ne s'agit pas de considérer Fukushima en se disant il y a une grande vague et en France on ne pourrait pas avoir cette grande vague. Il s'agit de considérer Fukushima comme la démonstration que l'on n'a jamais assez fait les démonstrations de risques potentiels. Et aujourd'hui il y a un risque. Et c'est toujours l'imprévisible qui survient. Et c'est toujours l'imprévisible qui survient. Il y a toujours un facteur humain. Et cet facteur humain n'est pas prévisible par définition. Et il y a un sujet qui revient de plus en plus aujourd'hui. C'est le sujet du terrorisme et qui devient de plus en plus d'actualité en France et sur lequel aucun acteur français n'est vraiment prémuni. Justement, on va rebondir là-dessus, Bélaï Faudon. Ces survols de drones, on parlait d'une quinzaine de sites, peut-être même plus, nucléaires français survolés par des drones l'année dernière. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque réel d'attentat terroriste? On sait notamment que la cellule belge avait envisagé, semble-t-il, de s'en prendre à un site nucléaire en Belgique. Alors, c'est tout à fait normal qu'on ait renforcé les mesures de sécurité sur les centrales françaises. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça soit la manière la plus simple pour un groupe terroriste d'avoir énormément à la fois d'avoir un attentat et puis de générer de la parole dans les médias, puisqu'on l'a vu avec des moyens un petit peu, je dirais, low-tech, et on a vu l'effet psychologique, évidemment. Un drone, ça ne demande pas a priori une énorme technologie. Alors, pouvoir survoler une centrale avec un drone, l'audition de l'Assemblée nationale l'année dernière a vraiment démontré que la technologie actuelle était sans danger pour les centrales nucléaires. Mais je voudrais revenir sur un point, à mon avis, qui est très important, c'est que les centrales nucléaires françaises sont jeunes. 30 ans, il faut voir que les centrales américaines... La durée d'exploitation, c'est 40 ans, a priori. Alors EDF veut pouvoir les prolonger, mais il y a la question de l'investissement aujourd'hui. Elles ont été conçues initialement pour une durée de 40 ans. Elles sont rénovées et rééquipées de manière continue. Les Américains ont déjà reçu les autorisations pour les exploiter jusqu'à 60 ans et regardent s'ils ne vont pas les exploiter encore plus longtemps. Les mêmes références sur et les dates. Il faut voir que, par exemple, sur une centrale comme moyens Fessenheim, tous les gros composants ont été changés au cap des 30 ans. Oui. Donc, à tel point d'ailleurs qu'EDF se pose la question aujourd'hui de la fermeture. Mais le gouvernement, lui, s'est engagé sur une date même. Vous pensez que cette date sera tenue ou vous pensez au contraire qu'il faut maintenir Fessenheim ouvert? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la centrale nucléaire de Fessenheim a été entièrement rénovée, qu'elle se situe au cœur de l'Europe, que c'est un moyen de production qui produit de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre, 10 grammes par kilowattheure, alors que la moyenne européenne est à 350 grammes. Donc pour moi, par rapport aux centrales qui sont de l'autre côté de la frontière, dont beaucoup de centrales à charbon, c'est clairement un atout non seulement pour la France, mais aussi un atout énergétique pour le cœur de l'Europe. Alors, au-delà de la question de la sécurité, Cyril Cormier, c'est vrai que ça pose une question. L'Allemagne, qui s'est désengagée du nucléaire, aujourd'hui a accru son empreinte carbone. Est-ce que ça pose pas un réel problème? Elle n'a pas accru son empreinte carbone liée à l'électricité. De fait, elle ne l'a pas baissée. C'est un tort et elle devrait faire plus d'efforts pour réduire son charbon. Elle a un lien au charbon historique. Ça fait 40 ans qu'elle produit son électricité au charbon et ça ne dépend pas de la sortie du nucléaire. Je voulais revenir quand même sur un certain nombre de faits. Déjà, les centrales en France n'ont pas été rénovées pour pouvoir passer au-delà de 40 ans. Elles ont été rénovées pour passer au-delà de 30 ans, certaines. Et aujourd'hui, se pose la question de pouvoir aller au-delà de 40 ans. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, n'a toujours pas dit les conditions, ni pour Fessenheim, ni pour les autres, qui permettraient d'aller au-delà de 40 ans. Donc c'est pas vrai aujourd'hui que les investissements ont été faits. Des investissements par le passé ont été faits, mais pas pour aller au-delà de 40 ans. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, puisqu'on parle de Tchernobyl et des accidents potentiels et de l'usure quand même progressive, 30 ans, ça commence à être vieux. On voit bien qu'on est en fin de cette période de vie des réacteurs. Le meilleur moyen de se prémunir d'un accident lié au vieillissement, lié aussi à la perte de savoir-faire, parce qu'on voit qu'EDF, c'est une entreprise, et Areva sont des entreprises en difficulté, c'est de fermer progressivement des réacteurs. Et cela peut se faire, non pas avec le recours au charbon ni au gaz, mais par le développement des énergies renouvelables qui, ça n'a échappé à personne, ont gagné en compétitivité et sont aujourd'hui dans des prix tout à fait comparables
au nucléaire ancien est bien moins cher que le nouveau nucléaire. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut développer les renouvelables, mais il faut développer les renouvelables pour diminuer la consommation d'énergie fossile. Donc en France, on parle que de l'électricité, alors qu'il y a déjà 95% bas carbone, donc bien au-delà des objectifs. Il s'agit d'utiliser les renouvelables en France pour s'attaquer aux 70% d'énergie fossile qu'on utilise principalement dans le bâtiment et les transports. Et c'est ça, à mon avis, l'erreur allemande, c'est qu'ils auraient dû développer les renouvelables aux dépens du charbon et non pas aux dépens de nucléaire bas carbone. Ce sera le dernier mot. Si je peux me permettre un élément là-dessus, c'est que pour lutter efficacement contre les dérèglements climatiques, il faut investir l'argent là où c'est le plus efficace. Aujourd'hui, remettre de l'argent dans le nucléaire, c'est beaucoup plus cher que de remettre dans les zones renouvelables. Donc si on veut faire des économies les renouvelables seuls aujourd'hui ne sont pas en mesure de fournir 100% d'électricité. Vous savez ça? Moi, je ne le sais pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été mis sur la table qui démontrent qu'on est capable d'aller vers 100% de renouvelables. L'exemple allemand montre que ce n'est pas le cas. L'exemple allemand montre qu'on a une électricité beaucoup moins chère pour les entreprises et une électricité abondante, bas carbone, qui permet aujourd'hui à l'Allemagne non seulement de sortir du nucléaire, mais aussi de réduire sa consommation de charbon. C'est bien le sens de l'histoire, c'est d'aller vers les renouvelables. L'avenir, c'est les renouvelables et le nucléaire, ça coûte plus cher et c'est plus dangereux. Merci beaucoup. Malheureusement, on devra en rester là. Merci beaucoup Valérie Faudon d'avoir été avec nous. Merci également à Cyril Cormier d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur France 24. Merci.